Cette émission est produite grâce à Témisco. Située à Notre-Dame-du-Nord, cette entreprise se spécialise dans la fabrication et le développement de semi-remorques de tout genre. Au fil des années, Témisco a su se démarquer de la concurrence en devenant une référence nord-américaine de premier plan dans la conception spécialisée et innovatrice de semi-remorques. La force de Témisco a toujours été de savoir s'adapter à un marché en mouvement constant. Témisco a choisi de travailler directement avec ses clients et d'être à l'écoute de leurs besoins. Ces dernières réalisations, équipements pour le transport de tours et de pales d'éoliennes, des fardiers conçus pour une charge de 70 tonnes jusqu'à 100 tonnes, des remorques à courroie conçues pour le transport de minerais, pierres, sable, asphalte et autres. Témisco adresse ses remerciements les plus sincères à tous ses collaborateurs. Merci à tous nos employés, merci à tous nos clients, merci à tous nos fournisseurs. Merci à tous ceux et celles qui, de près ou de loin, ont participé au succès de Témisco. Témisco, à la mesure de vos besoins. Cette semaine à Info Témis, la grande guignolée des médias, rencontre avec Micheline Lemire pour la trousse de Mission Tournesol, entrevue de la tournée du 6AT et des derniers matchs des Pirates de Ville-Marie. Bonjour à tous et à toutes et bienvenue à cette dernière édition 2017 de l'émission Info Témis. Cette semaine, la grande guignolée des médias a eu lieu jeudi dernier le 7 décembre au coin de la rue Sainte-Anne de Ville-Marie durant la journée entière. Vous avez sûrement aperçu des gens aux quatre coins de la rue en train de danser ou de chanter pour solliciter l'appui des Témiscamiens et Témiscamiennes. Une journée qui débutait dès 7 heures le matin et jusqu'en fin d'après-midi lorsque le soleil s'est couché. Selon la grande organisatrice des bénévoles et des rassemblements, c'est 42 045 $ qui a été amassé jeudi. N'oublions pas que présentement, certaines personnes continuent de faire des dons et que certains montants sont donnés aujourd'hui même. Mais dans le cadre de la grande guignolée des médias, c'est 45 045 $ qui équivaut au total. Il faut dire également que plusieurs personnes offraient en don des denrées non périssables pour les paniers de Noël et encore aujourd'hui, les écoles et les lieux publics recueillent ces denrées. Si l'on fait le calcul, c'est plus de 2 000 $ en denrées non périssables qui ont été amassées déjà. Cet événement souligne vraiment l'importance de participer activement en tant que communauté et ça prouve également qu'au Témiscamingue, nous sommes solidaires et l'entraide est primordiale. Selon Yvette Duquette, il y a même des familles peu fortunées qui ont donné ne serait-ce qu'un 5 $ seulement. Ce n'est pas le montant qui est important, mais bien le geste d'aider les autres. Il faut souligner aussi la collaboration de plusieurs personnes et entreprises qui donnent énormément à chaque année et même parfois tout au long de l'année. La période des fêtes est l'occasion de recevoir et de donner de façon généreuse. TV Témis faisait partie de la grande guignolée des médias et on fait un reportage sur l'événement. Voici le reportage. Merci beaucoup. Avec C'est la guignolée des médias à travers la province de Québec. Et je pense que ça existe au niveau anglophone, mais je ne suis pas certaine. Puis cette année, il y a quelque chose de spécial. C'est Témiscamingue qui ramasse pour la banque alimentaire de Témiscamingue. Fait que le comptoir de distribution. Fait qu'on a ça aussi. Bien, l'événement, en fait, ce sont tous les médias qui se réunissent justement afin de justement dire aux gens, écoutez, il y a une journée spéciale qui est consacrée à ramasser des dons, des denrées non périssables, des dons en argent, de toutes sortes de choses, que les gens de notre communauté qui ont moins de chance que nous, parce que ça se peut aussi qu'à l'entour de nous, il y a des gens qui ont moins de chance que nous, finalement, justement, qui est capable de passer un Noël en beauté. Mais il ne faut pas oublier que, oui, c'est un Noël, mais c'est à l'année. Il ne faut pas oublier que ce processus-là, justement, se perpétue pendant toute l'année. Les gens qui sont démunis, qui sont dans le besoin, bien, ils en ont souvent besoin à l'année longue. Alors, il faut quand même... Ça, c'est un événement, je pense, qui est là aussi pour éveiller la conscience des gens vis-à-vis du processus de la pauvreté alentour de nous. Puis souvent, elle est proche, plus proche qu'on pense. Mais tous ces montants-là sont amassés et tous les gens, peu importe où ils sont au Témiscamingue, vont avoir le même genre de denrées. Pour moi, c'est important que peu importe où tu habites, que tu aies la bédaine pleine, comme je disais tantôt, pour faire qu'à un moment donné, tout le monde passe une belle période des fêtes. Moi, je pense que
pour un paquet de raisons, il y a des gens qui, bon, entendent parler de ça ou n'entendent pas parler. Bon, là, quand tu arrives dans le coin de rue, qu'est-ce qui se passe ici ce matin? On voit des gyrophares de stations de radio, on voit des gyrophares de police, on voit des comptes, puis des gens qui s'agitent dans le milieu de la rue. Qu'est-ce qui se passe? Alors, les gens arrivent, et là, je pense que ça fait partie aussi de l'éveil puis de la conscience. Alors, les gens disent, ah, oui, c'est vrai, c'est le temps des paniers de Noël. Noël est à nos portes. Là, c'est pas pire. Ce matin, on a un petit peu de neige, c'est le fun, ça nous met dans l'ambiance. Noël est à nos portes, donc ça éveille les gens à ça. Le fait d'être dans la rue, encore là, c'est une petite part que je peux faire. Et je dis mais c'est tout le monde, finalement, toute l'organisation autour de là, tous les gens des médias qu'on remercie. Vous êtes partie de l'équipe et c'est le fun de travailler ensemble aussi de temps en temps. C'est ça. Alors, pour moi, c'est quelque chose c'est de faire mon humble part dans ce processus-là. Bien, moi, je pense que ce que j'ai vu ce matin, c'est la bonne humeur, puis le plaisir de donner, puis les merci qu'ils ont. Mais nous autres, là, quand on fait la distribution, les bénévoles, on est 200 bénévoles à travailler. Ce qu'on reçoit, nous autres, c'est les merci, puis c'est grâce à des gens comme vous, les médias, puis grâce à d'autres bénévoles qui font qu'à un moment donné, le monde est de bonne humeur. Puis pour certains, là, quand ils reçoivent le panier de Noël, c'est ça leur Noël, plus que l'événement même. Et ce que je vous dis, c'est on espère que tout le monde va être heureux à Noël, grâce à vous autres, entre autres, puis à d'autres bénévoles. Bien, en fait, ce que je ressens, c'est ma petite part. Tu sais, c'est la petite part qu'on est capable de faire, je pense. Moi, je pense qu'on peut, nous, je pense que, puis là, je reviens un peu à ce que je disais, c'est qu'il faut penser qu'à l'année, on doit donner. Là, c'est l'événement. On essaie de conscientiser les gens. On est en ondes, on est dans les journaux, on est partout. Tous les médias s'unissent justement pour éveiller la conscience des gens vis-à-vis de ce processus-là, ce phénomène-là social qui est là. Mais cette journée-là, pour moi, elle est importante parce que c'est ma petite part que je peux faire. Alors, c'est ma minime part parce qu'il y a des gens qui travaillent très, très fort à l'année longue pour aider les gens, mais il y en a qui travaillent très fort aussi dans le processus avant cette journée-là, qui est un peu la journée où l'heure de tomber de tout. Là, finalement, tout arrive là. Là, on va comptabiliser les dons, mais il y a plusieurs personnes qui ont travaillé toute la semaine et même dans les semaines précédentes, justement, à l'organisation de ça. Pour moi, c'est un geste de solidarité, c'est un geste de partage. Et peu importe où on est dans la chaîne, parce qu'on peut pas prévoir quelque chose qui nous arrive. La maladie, une perte d'emploi, d'être sur l'aide sociale, d'avoir des difficultés financières, mais d'être vulnérable au niveau de notre santé physique et notre santé mentale aussi. Fait que moi, je pense que c'est important que les gens aient de la nourriture, mais chaque enfant qui reçoit un panier ont un cadeau enveloppé organisé par le regroupement d'entraide sociale. D'ailleurs, ils sont dans les magasins aujourd'hui pour recueillir vos dons pour faire qu'à un moment donné, tous les enfants, 242 enfants l'année passée, qui ont reçu un cadeau enveloppé, même les parents ne savaient pas c'était quoi. Fait que c'était une surprise pour tout le monde. Puis moi, je veux que les lumières brillent dans tous les yeux des Témiscamiens et Témiscamiennes. Et tous les enfants surtout. D'abord, remercions tous les donateurs. C'est important. Merci. On remercie tous ces gens-là. On remercie aussi tous ceux qui l'organisent et tous ceux qui travaillent fort justement à l'organisation de ça et qui nous amènent qui a du support. Bon, on a beaucoup d'aide. Nous, on est dans les médias, on est sur les caméras, on est sur les photos, on est tout ça, mais il y a une équipe extraordinaire qui travaille là-dedans. Donc, ce midi, il y aura les Chevaliers de Colomb qui vont être ici, entre autres. Donc, c'est une équipe de bénévoles. Il y a un geste, il y a un immense geste de solidarité à l'intérieur de ça, puis je pense qu'il faut le souligner. Et on remercie tous ces gens-là qui le font. Mais encore une grande fois, merci aux donateurs. On le fait parce qu'on veut que vous contribuiez finalement à cet événement-là avec vos dons. Denrées non périssables, tout ce que les gens peuvent avoir besoin, je pense que c'est un geste qu'on peut poser au moins une fois dans l'année et si possible à l'année longue. Bien, moi, j'ai dit, entre autres, quand j'étais à l'école à la Tulipe, ce que je souhaite, c'est que les gens se réconcilient puis qu'ils passent dans l'harmonie puis dans la paix puis d'avoir du plaisir ensemble. Puis quand vous vous promenez sur la rue, dites donc bonne année puis joyeux Noël à tout le monde, qui fait avec un sourire, ce qui fait que les gens qui sont tristes, ils vont avoir au moins un joyeux Noël. Mission Tournesol a dévoilé la trousse de départ pour les Témiscamiens qui entreprendront un traitement de chimiothérapie à Ville-Marie. Celle-ci a vu le jour grâce à l'initiative de France Beauséjour, elle-même qui a un membre de sa famille atteint de cancer. Elle a décidé de vouloir souligner le courage et la détermination des personnes atteintes du cancer. Madame Beauséjour a parlé ensuite
avec beaucoup d'émotions, des beaux moments vécus à travers ce long périple jalonné de rendez-vous à l'extérieur, de congés répétés au travail, de fatigue, d'anxiété, de stress et de peur. L'événement avait lieu vendredi dernier. L'idée de créer une trousse pour les Témiscamiens a rapidement fait son chemin. Celle-ci sera distribuée lors de la première rencontre avec le personnel avant d'entreprendre les traitements de chimiothérapie. À tous les 3 ou 4 semaines, une nouvelle cohorte d'environ 5 personnes entreprennent un premier traitement de chimiothérapie à l'hôpital de Ville-Marie. La trousse se nomme BEAT parce que ça aborde le combat contre la maladie. Donc, BEAT, c'est un sac réutilisable pour les transports des articles et divers documents, offert par la boutique de fil en aiguille et Mission Tournesol. Il y a aussi une couverture pour le confort pendant les traitements et à la maison, offerte par la boutique de fil en aiguille et Mission Tournesol, en plus d'une gourde d'eau, d'un bloc-notes, un stylo, ainsi qu'un ensemble des bouchées chocolatées réconfort offerts par les Chocolats Martine, accompagnés de sachets de tisane pour la détente, offertes par le caféier Boustifo. Ajoutez à cela des menthes pour combattre la sécheresse buccale, un livret de mots cachés, du vernis à ongles et une carte d'encouragement dessinée par les élèves de 6e année de l'école Saint-Isidore de la Verlechère. Nous avons rencontré Micheline Lemire pour discuter là-dessus. Alors aujourd'hui, on se trouve en entrevue avec Micheline Lemire, trésorière pour Mission Tournesol. Et avant que l'on aborde le sujet principal de votre visite, j'aimerais savoir, ça fait combien de temps environ que vous êtes avec Mission Tournesol? Bien, moi, personnellement, c'est depuis les tout débuts. J'ai été même dans le comité qui a parti de Mission Tournesol. En 2009, il y a eu un comité provisoire qui a été monté avec Paul-Émile Barbeau. C'est lui vraiment l'instigateur de ce projet-là. Et moi, j'ai embarqué dans ce comité-là. Puis là, on a mis toutes les choses en place pour faire naître Mission Tournesol le 10 mars 2010. OK. Donc, Puis après ça, bien, j'ai resté toujours sur le conseil d'administration depuis ce temps-là. Étiez-vous toujours trésorière? Bien, oui. Dans le comité provisoire, on n'avait pas de sous encore. Fait que j'étais plus au niveau du secrétariat et vraiment là, consultatif. Puis, mais après ça, je suis devenue... Les rôles se sont placés. Oui, c'est ça. Ouais. Fait que là, mon métier étant beaucoup... dans la comptabilité, j'ai été 30 ans dans un bureau de comptable à Ville-Marie, chez Champagne-Belle-Magumont. Donc, c'était facile pour moi de prendre la trésorerie, disons. Oui. D'accord. Donc, aujourd'hui, on se rencontre pour parler de la trousse réconfortante ou la trousse de départ distribuée aux patients en oncologie pour le Témiscamingue, du Témiscamingue pour les Témiscamiens. Oui. Donc, à commencer, est-ce que vous pourriez nous décrire dans vos mots qu'est-ce que c'est la trousse? Bon, la trousse de départ, bon, c'est un beau sac comme ça qui a été identifié Mission Tournesol et aussi BEAT, parce qu'on l'appelle plus le sac BEAT. Puis juste l'autre côté, on ne le voit pas beaucoup, là, mais c'est brodé BEAT avec une belle phrase que France Beauséjour et Marc-Antoine, qui sont vraiment les instigateurs de ce projet-là, qui est inscrit ensemble un jour à la fois. Donc, il y a ce sac-là qui sert pour les patients qui sont en oncologie de pouvoir amener leurs choses personnelles. Il y a des notes, leurs livres aussi, mais on a inclus quand même des petites choses réconfortantes pour ces gens-là, dont une couverture. Ici, une petite doudou pour se réchauffer, puis même elle peut servir chez eux, à la maison, après leur traitement. On a une gourde d'eau qui est importante parce que durant les traitements de chimio, c'est important de bien s'hydrater. Oui. Par la suite, on a aussi le caféier Boustifo de Ville-Marie a offert dans ce petit 3 sachets de tisane, tisane aux fruits. Okay. Ça aurait pu être des thés verts ou des cafés, mais dans les thés verts, il y a souvent des contre-indications avec des traitements de chimio. Il faut faire beaucoup attention. Donc, on a priorisé des tisanes aux fruits qui n'ont pas d'impact, là, parce que c'est rare qu'il y ait de la caféine. Bien, il n'y a pas de caféine. Puis, aux fruits, bon, on est sûr qu'on ne touche pas à d'autres plantes médicinales là, qui peuvent intervenir ou interagir de mauvaise façon avec les traitements de chimio. Donc, c'est des petites tisanes comme ça. On a aussi ici un bloc-notes, c'est bien important, avec un stylo qui a été offert par Vision Finance. Prendre des notes. Durant les traitements, ça arrive souvent que l'infirmière pivot ou le médecin au département d'oncologie ont des petites choses à dire, bien, ça lui permet de prendre. Ils ont ce qu'il faut pour prendre des notes.
On a aussi ici, on a mis un petit livret de mots croisés ou de toutes sortes pour passer le temps durant le traitement, parce qu'il y a des fois, ça prend quasiment toute la journée. Avec ça, il y a un petit paquet de papier mouchoir, et ça a été offert par Déneigement Pascal Royer de Ville-Marie. On a Chocolat Martine aussi, qui ont offert un beau petit ensemble de 3 chocolats. Ça, c'est des petites douceurs qui fait du bien au moral. Oui, c'est vrai. L'esthétique Fleur de Peau a offert du vernis. Ah! On a du vernis transparent pour hommes et du vernis pour femmes. Là, il est de couleur. Mais c'est un vernis bien spécial parce que il est très efficace. Lors des traitements de chimio, souvent, c'est difficile, c'est dur sur les ongles. OK. Fait que ce petit vernis-là va protéger l'ongle. Fait que c'est pour ça qu'on en a du transparent pour les hommes. Fait que ça paraît pas, puis ça va vraiment protéger, parce que la chimio, on le sait, c'est dur sur c'est beaucoup. dur sur... ouais, je veux pas te dire... Il y en a qui disent que c'est quasiment du poison, là, mais ça prend ça. Oui. Mais oui, ça a souvent des effets secondaires qui ne sont pas bien désirables. Puis ici, on a des menthes qui sont c'est des pastilles qui ont été offertes par la clinique dentaire Turcotte et France Beauséjour, qui est chirurgienne dentiste à cette clinique-là de Rouyn-Noranda. Puis ça l'aide aussi pour la sécheresse de la bouche. Un autre désavantage, ou pas désavantage, mais effet secondaire de la chimie. La sécheresse buccale. Oui, la sécheresse buccale, effectivement. Puis, il reste un item? Oui, et ce bel item-là qui est très important et qui... c'est des cartes, des belles cartes qui ont été dessinées et avec un beau mot d'encouragement à l'intérieur. Un simple petit mot. Et on en a eu plusieurs pour remplir nos sacs, puis ils sont toutes différentes l'une de l'autre. Et ça a été fait par les élèves de les élèves de 6e année de l'école de la Verlechère. Oui. Ouais. Comme celle-là, on voit, ça dit « Lorsque le soleil se couche, les étoiles apparaissent ». C'est tout simple. C'est marqué ici en bas « Amis de 6e année de la Verlechère ». C'est une, entre autres, là, qu'ils ont dessinée. Et sont différentes pour plusieurs sacs. Oui, oui, on en a plusieurs modèles, puis ils sont uniques à chaque sac. Ouais. C'est des belles pensées. Ça, c'est une belle collaboration de la sœur de France, qui est enseignante ici. Mais je ne peux pas vous dire c'est à la Verlechère, mais en tout cas, elle fait partie là, de la commission scolaire. Oui, c'est ça. Puis c'est son initiative à elle là, d'avoir apporté ça. Là, on parlait que le sac porte aussi le nom de Beat. Oui. Qu'est-ce que ça signifie, ce mot-là, Beat? Bon. Beat, c'est France et Marc-Antoine, dans le fond, qui l'ont nommé ainsi. Beat, en premier, c'est le surnom de Marc-Antoine Bastien, qui a vécu le cancer puis qui a eu des traitements. Et la deuxième signification aussi, c'est... je vais le lire là, pour faire ça. Ça évoque aussi le combat pour ceux qui désirent de le voir ainsi la maladie, la bataille, un combat. Mais pour Marc-André et France Beauséjour, c'est plus, vise aussi à rappeler à chacun d'avancer à son rythme, d'imposer sa cadence pendant ce long voyage et de vivre au jour le jour. Fait que, pour eux, c'est vraiment le sens, dans ce sens-là qu'ils l'ont pris durant ces 2 années de bataille et d'efforts à combattre la maladie. Puis, pour Marc-André, puis Marc-Antoine et sa conjointe France. Donc, on peut dire que le sac est un... Il ramasse beaucoup d'éléments qui réconfortent, mais c'est aussi un outil, c'est aussi une signification, un symbole d'avoir tous les objets pour pouvoir s'aider à avancer. À avancer, puis à prendre soin de soi aussi dans tout ça. Donc, France Beauséjour est celle qui a été vraiment l'instigatrice de ce projet-là. Elle nous a amené ça, moi je dis tout le temps, elle nous a amené ça sur un plateau d'argent à Mission Tournesol, parce que
c'est une idée qui existe ailleurs, qui est par la Fondation des CED à Montréal, où est-ce que Marc-Antoine a eu une opération, ses traitements de radiothérapie et une partie de sa chimiothérapie à l'hôpital de l'Université McGill. McGill. Et il y a une fondation qui s'appelle la Fondation des CED et offrait ce genre de... C'est pas tout à fait comme ça, mais offrait ce genre de sac-là avec des effets personnels et des petits objets personnels comme ça. Puis, ça les a tellement touchés de recevoir ça, surtout de recevoir une carte comme ça qui venait d'élèves, de classe aussi, de la ville, puis qui connaissent pas, puis que ces gens-là connaissent pas aussi tu sais, nous, ici, on se connaît tous, hein, en tout cas. Mais là, fait que ça a été tellement touchant pour eux que France a tout de suite dit dans sa tête, faut faire ça chez nous, tu sais. Puis là, elle voyait tout de suite, là, c'est sûr que sa mère, elle a la boutique de fil en aiguille, donc ça a été facile. Le sac pour faire la broderie, la doudou vient de cet endroit-là aussi, de cette boutique-là. Sa sœur qui est dans l'enseignement, donc elle lui a parlé de cette idée-là. Sa sœur, elle a embarqué tout de suite, puis elle a dit, je vais parler de ça à mes élèves. Fait qu'il restait juste à amener ça, puis de trouver l'organisme qui aurait pu faire le suivi aussi ou chapeauter le projet. Puis, les deux connaissaient déjà Mission Tournesol. Fait qu'elle nous a présenté ça au printemps. Elle avait déjà fait des contacts avec des commanditaires, des collaborateurs pour remplir le sac. Puis, nous, ce qu'on a fait, c'est de l'aider là, à finaliser là, le projet. C'est une question que je me posais. Vous, votre rôle là-dedans, en tant que trésorière, mais en tant aussi que membre de Mission Tournesol, vous avez seulement... Qu'est-ce que vous avez fait, en fait, exactement? Bien, nous, on l'a juste aidé à finir d'amasser là, des commanditaires. On a aidé pour le sac, tu sais, là, à vraiment planifier tout ça là, pour que... Parce que là, au travers de ça, France et Marc-Antoine préparaient le mariage dans l'été. Fait qu'elle était bien occupée. Fait qu'on a dit, ben regarde, on va s'occuper de ça. On savait c'était quoi la base. Puis il manquait quelques petits articles. Fait qu'on a dit, nous, on va s'occuper de ça. Puis quand je dis nous, on parle de conseil d'administration, mais c'est beaucoup, je tiens à la remercier, Huguette Gauvin, une administratrice de Mission Tournesol qui a vraiment pris ça entre ses mains, là, puis qui a fait tout le travail là, pour que ça soit bien, ça soit complété, pour qu'on puisse le présenter, ce qu'on a fait le vendredi passé. Et vous, là, en tant que Micheline Lemire, c'est quoi votre opinion vis-à-vis de... Ça, c'est un cadeau. Nous, le conseil d'administration, ça faisait quelques années qu'on cherchait une façon de réconforter les gens en chimio, en oncologie à Ville-Marie. On cherchait des idées pour offrir un petit cadeau comme ça, apaisant. Puis, il y a déjà des choses qui avaient été faites, mais tu sais, ça fait un temps, amener des ballons, surtout quand c'était à la fin des traitements. Mais, tu sais, c'est pas évident. On amène des ballons, mais ça arrive souvent que des fois, un an après ou deux, les gens sont obligés de revenir en chimio parce qu'il y a une récidive. Là, ils reçoivent encore d'autres. Oui, c'est pas pareil. C'était pas facile de trouver quelque chose qui touche toutes les personnes en même temps. Oui, puis que ça... C'était... Nous autres, on voyait plus quelque chose, d'offrir quelque chose quand le traitement était fini. T'as terminé, mais là, on a trouvé que, dans le fond, c'est quand ils débutent, c'est encore plus réconfortant pour eux. Je suis allée au département d'oncologie ce midi, puis il y avait justement des gens, ils commencent toujours le traitement le mardi. C'est le mardi et mercredi qu'il y a les traitements de chimie. Puis il y avait déjà une personne qui avait reçu un sac et avait été très, très émue de ça. Fait qu'on voit déjà le bienfait... morale que ça fait. Puis c'est une de notre mission chez Mission Tournesol, c'est d'aider autant monétaire, c'est sûr, financier, mais au niveau moral aussi, soutien psychologique, je trouve c'est une belle façon.
Donc, pour l'instant, le projet, c'est seulement le sac avec les items à l'intérieur. Oui. Est-ce que vous savez s'il va y avoir une continuité, si ça va s'établir partout en région? Non, comme c'est là, c'est notre bébé. On va dire que c'est notre bébé, puis on le garde pour nous, puis on se dit que peut-être qu'il y a d'autres fondations ou d'autres hôpitaux qui vont faire la même chose, puis pourquoi pas, mais tu sais, ça reste à nous, à Ville-Marie, pour notre hôpital, nos gens qui sont en chimio chez nous. Dans le fond, l'idée, on l'a pris d'une autre fondation qui est à Montréal. Fait que c'est juste que les articles sont différents, puis le nom est différent. Puis, tu sais, mais pourquoi pas utiliser ces belles idées-là qui viennent d'ailleurs pour les faire profiter à nos gens d'ici. Fait que c'est ça que France et Marc-Antoine ont voulu faire. Donc, pour conclure un peu, où est-ce qu'on peut contacter pour des informations ou le sac nous est remis de quelle façon? De quelle façon? Le sac, à chaque fois qu'il y a des nouveaux patients qui sont diagnostiqués d'un cancer, bien là, c'est surtout ceux qui vont subir de la chimiothérapie. Il y a une rencontre une fois par mois qui est faite au département de l'oncologie à Ville-Marie. Fait que cette rencontre-là, il y a, c'est sûr, les 3 ou 4 personnes. Souvent, c'est 3 à 4 personnes qui sont rencontrées par mois avec Sandra Savard, qui est l'infirmière pivot, et le médecin du département de l'oncologie, soit le docteur Dominguez ou le docteur Kimi Vallet. C'est ces deux médecins-là, présentement, qui se partagent le travail pour s'occuper de l'oncologie. Souvent, le médecin, l'oncologue régional, qui est le docteur Plouffe, il vient ici aux 3 à 4 semaines pour rencontrer les gens qui ont le cancer. Fait qu'il est souvent présent à cette rencontre-là. Puis ça, c'est une rencontre, il donne un peu toute l'information de comment ça va se passer, la chimio, de quelle façon que, ça va être l'horaire de ça, puis tout ça. Fait que c'est à ce moment-là que les gens qui vont commencer le chimio vont recevoir le sac. Donc, c'est vraiment notre département, donc Sandra Savard, l'infirmière pivot, le département d'oncologie qui s'occupe de... Parce que c'est eux qui connaissent les patients. Nous, Mission Tournesol, on les connaît pas. Oui. On n'est pas au courant, à part que quand on reçoit les demandes, parce qu'on reçoit aussi... Mission Tournesol, ça l'aide aussi du côté financier. Fait que, j'avais oublié, il y a aussi l'intervenante sociale qui est présente, qui est Mélina Chartier présentement. Fait que c'est elle qui remplit les demandes d'aide financière ou d'aide pour aide au repas ou aide au ménage. Puis c'est transmis à Mission Tournesol, puis nous, on procède à faire, soit à faire le paiement des frais de déplacement ou l'aide à domicile, c'est fait avec la table de concertation. Donc, on s'assure que la table de concertation mette le service en place. Fait que nous, on est l'intervenant, mais c'est l'oncologie connaît les gens, connaît les patients. Ça fait beaucoup de personnes à contacter si jamais on a des questions. Donc, mettons qu'on se concentre seulement sur Mission Tournesol. Oui. Comment qu'on peut aller sur le site Internet, le Facebook? Oui, le site Internet, il n'est pas tout le temps à jour, mais il y a quand même assez d'informations pour... puis on a la page Facebook, on est assez présent. En tout cas, on essaye le plus possible d'être présent. T'sais, on fait tout ça bénévolement, donc des fois, on manque de temps, mais on essaie d'être assez... mais c'est sûr que les sacs, c'est pas remis à... C'est vraiment par le département d'oncologie que c'est fait. C'est eux autres qui s'occupent de ça. Oui. Ouais. Mais pour les autres aides, faut vraiment passer par le département d'oncologie. Quand on a un diagnostic de cancer, même si le médecin de famille... Ça arrive des fois que le médecin de famille ou le spécialiste qu'on rencontre, il n'est pas d'ici. Il peut être... Le plus bel exemple, c'est pour un homme, quand il a un diagnostic de cancer de la prostate, il rencontre un neurologue qui est à Rouen. Okay. Mais il n'y en a pas d'urologue qui viennent... Mais là, à un moment donné,
eux autres, ils sont tout de suite référés pour aller faire de la radiothérapie à l'extérieur ou ils ont d'autres sortes de traitements. Ils peuvent avoir aussi de la chimio. Mais s'ils veulent avoir de l'aide financière par Mission Tournesol, il faut vraiment qu'ils aillent rencontrer Sandra Savard. Après ça, de l'infirmière pivot à Ville-Marie. Puis elle, après ça, elle va diriger les demandes immédiatement avec Mission Tournesol. Mais c'est important de contacter l'oncologie à Ville-Marie. De cette façon-là, les gens sont pris en charge. Ouais. Même s'ils sont obligés d'aller à l'extérieur, ils sont quand même pris en charge. Donc, merci beaucoup d'être venu me rencontrer aujourd'hui. C'est vraiment un très, très beau projet. Oui, je pense que oui. Une belle réussite, puis une bonne continuité dans tout ce qui se passe avec Mission Tournesol également. Puis je tiens à remercier nos commanditaires qui ont participé à ce sac-là. Est-ce que je peux me permettre de les nommer quand même? Le sac et la petite couverture, Linda Godette de Fil en aiguille et Mission Tournesol. La carte d'encouragement, la classe de 6e année de l'École de la Varlochère. Les pastilles et la gourde, ça vient de Francis Beauséjour. Les tisanes caféier Le Boustifo. Chocolat Martine pour les petits chocolats. Le vernis à ongles du studio d'esthétique à fleur de peau de Ville-Marie. Les mots cachés et papier mouchoir de Déneigement Pascal Royer. Et le bloc-notes et stylo de Vision Finance de Ville-Marie. Voilà. Merci beaucoup. Merci, ça fait plaisir. Le Centre intégré de santé et des services sociaux de l'Abitibi-Témiscamingue a tenu plusieurs séances d'information publique. Le rapport annuel 2016-2017 était présenté ainsi que les orientations et les transformations à venir. La séance se tenait mercredi dernier à Ville-Marie à l'école Frère Moffett. L'idée était de donner toutes les informations à la population présente et de répondre bien sûr aux questions du public pour rassurer ou bien simplement informer la population. La soirée se divisait en plusieurs volets, dont un bilan des dernières années, un rapport des projets qui sont en marche et ceux qui sont à venir, et bien sûr des réponses claires et précises le plus possible aux questions des Témiscamiens et Témiscamiennes. TV Témis s'est dirigé vers cette séance fort intéressante d'information, et voici le reportage et les entrevues. Vous savez, c'est notre 3e rencontre de notre tournée régionale d'Abitibi-Témiscamingue. On est bien heureux d'être ici à Ville-Marie ce soir. L'objectif de la tournée était de 3 ordres. Le premier ordre, de présenter notre organisation à la population, qui on est, qu'est-ce qu'on fait. De regarder aussi le bilan de nos activités 2016-2017, qu'est-ce qu'on a réalisé dans notre organisation durant ces années-là. Et finalement, le 3e élément, de présenter un peu vers où on veut aller, qu'est-ce qu'on doit faire et pourquoi on doit le faire en fonction des besoins de la population. Donc, le grand message que je dirais qu'il faut livrer, c'est on est en train de travailler sur une grande transformation clinique qui vise à mieux répondre aux besoins émergents de la population. Un des besoins majeurs, on le dit depuis le début, c'est une transformation dans la population, une augmentation de l'âge de notre population qui demande d'adapter nos services pour les personnes âgées en perte d'autonomie. Donc, un grand changement de cette nature-là qui fait en sorte qu'on va travailler davantage sur les services de première ligne, faire en sorte que les services de soutien à domicile soient présents, les services ambulatoires soient surdéveloppés de ce qui sont maintenant et de diminuer la taille de nos services de 2e ligne qui sont hyper importants, qui sont hyper bien structurés, mais on a besoin un peu moins de services. Donc, dans le fond, l'enjeu pour nous, c'est de trouver l'équilibre dans tout ça. Donc, ce qu'on annonce aux gens, c'est de dire, bien, peut-être on va vous présenter ce qu'on a à faire, puis on peut le travailler ensemble. Et il y a eu des suggestions intéressantes de dire, bien, impliquez-nous dans la planification de vos processus. Pourquoi pas? Ça serait intéressant. Ils connaissent bien les besoins. On va être en mesure de mieux comprendre ce qu'ils ont besoin et regarder différentes solutions. Et les solutions, moi, c'est tout à fait une belle rencontre avec la population qui nous a permis de dire, bien, il y a certaines choses sur lesquelles il faut réajuster, d'autres choses qu'il faut mieux comprendre et surtout la volonté de la population de participer au processus. Aviez-vous senti le besoin de rassurer la population du Témiscamingue? Bon, on a senti surtout le besoin de communiquer avec la population. Si ça a permis de les rassurer, tant mieux. Mais ce que je souhaite davantage, c'est d'établir des échanges, parler avec les gens pour qu'ils nous disent leurs préoccupations, d'essayer de répondre à leurs préoccupations. Mais j'ai surtout senti qu'on avait besoin de sortir de nos bureaux pour parler aux gens, pour mieux faire comprendre notre message de ce qu'on veut faire. Il faut trouver, c'est quoi la vocation de ici, Ville-Marie? C'est quoi qu'on va leur faire faire au niveau régional? Il faut trouver cette vocation-là parce que dans le pôle d'organisation régionale, ça n'avait pas été dit. Evelyne, je te regarde. La spécialité particulière à Ville-Marie? La polyvalence. Donc, il faut leur trouver. C'est important d'être polyvalent, mais il faut trouver aussi un élément sur lequel, pour l'ensemble de l'Abitibi-Témiscamingue, Ville-Marie va avoir un rôle à jouer pour l'ensemble du territoire.
l'Abitibi-Témiscamingue a un modèle de répartition des services un peu différent que partout ailleurs au Québec. Ailleurs au Québec, on a eu une tendance à régionaliser, à faire un centre régional avec toutes les spécialités médicales au centre et des centres satellites qui font un peu plus de première ligne. Ici, en Abitibi-Témiscamingue, c'est pas le modèle qui est privilégié et ça remonte depuis déjà très longtemps. C'est dans l'histoire et dans les gènes de l'Abitibi-Témiscamingue où on a fait en sorte que chacun de nos centres hospitaliers a développé une expertise. Il y a eu un partage de spécialités qui s'est fait à un moment donné dans le temps, où il y a des centres d'expertise, où il y a eu des volumes qui se sont développés. Je pense par exemple à l'orthopédie dans la région d'Amos, je pense à la gastro dans la région de Val-d'Or, où chacun a développé ses expertises. Notre modèle a donc 5 étoiles, 5 centres hospitaliers avec des compétences très claires. Deux de ces étoiles-là, deux de ces pointes-là, malheureusement, il faut peut-être mieux les configurer, être en mesure de mieux comprendre leur expertise. Une de ces pointes-là est le Témiscamingue. Donc, pour nous, ce qui est important, c'est qu'on ait ensemble, dans chacune des branches de cette étoile-là, une spécialité, une organisation de service qui fait en sorte que l'ensemble de la région y bénéficie. Donc, c'est un peu ce qu'on a souhaité expliquer. C'est un modèle sur lequel le conseil d'administration de notre établissement s'engage à maintenir, à supporter. Et c'est là-dedans qu'on va. Donc, il faut ici, au Témiscamingue, trouver quelle est la spécialité qui va aider l'ensemble de la communauté de l'Abitibi-Témiscamingue. Vous avez donné des précisions quant à l'avancement des travaux pour l'agrandissement de l'hôpital. Pouvez-vous me résumer un peu les grandes dates là, qui s'en viennent? Oui, rapidement, il y aura une conférence de presse autour du 21 décembre prochain qui viendra conclure un peu un grand travail et des attentes de la population de faire en sorte qu'on soit en mesure d'annoncer officiellement la mise en place d'appels d'offres formels sur le système SAO, qui est notre système d'organisation pour aller chercher des appels d'offres, des contracteurs et tout ça. Donc, on lancera officiellement, tel qu'on l'avait promis initialement avant décembre, le processus d'appel d'offres autour du 21. Et le 21, on sera donc en mesure de vous présenter les plans de façon officielle, les maquettes, pour que les gens voient, nous posent des questions cliniques, qu'est-ce que ça fait du sens, pourquoi on a fait tout ça, pour qu'on présente à la population leur hôpital dans l'organisation. On attend une première pelletée de terre à quel moment? Je vous dirais au printemps prochain, parce que le processus là, fait en sorte qu'on va aller en appel d'offres, par la suite, visite de chantier des fournisseurs potentiels, identification du fournisseur, prise de devis, et après, les travaux devraient commencer quelque part au printemps. Donc, au dégel prochain, donc les travaux devraient commencer pour autour de 27 mois de travaux pour finalement ouvrir là, avec un hôpital presque flambant neuf, parce qu'une grande partie du centre hospitalier, que ce soit le bloc opératoire, l'urgence, les cliniques externes, le laboratoire, l'imagerie médicale, tout y passe. Donc, c'est vraiment un beau projet pour l'organisation et pour la municipalité ici. En terminant, êtes-vous satisfait de la participation du public aujourd'hui? Oui. Quand on vient au Témiscamingue, on sait toujours que les gens vont être présents. C'est une communauté qui est engagée. Donc, j'étais content ce soir de voir du monde et de pouvoir répondre à leurs questions. Puis, toutes les fois qu'on peut parler aux gens, c'est ce qu'on va faire. On va venir se présenter sur place puis parler aux gens. Puis, les gens réagissent bien à nos messages. Des fois, il y a des choses qu'on reçoit puis on se dit « Ah, on n'a pas fait comme il faut, on va retourner faire nos devoirs. » Mais du moins, c'est important d'avoir un corridor d'échange. Et ce soir, on en a eu un bon. Les Pirates sont sur une grande lancée ces dernières semaines avec plusieurs victoires au calendrier tout aussi impressionnantes les unes que les autres. Mais une certaine victoire a particulièrement intensifié leur jeu et c'est celle contre les Titans de Témiscamingue jeudi dernier 7 décembre. C'est parce que l'équipe des Titans avait à leur tableau 15 victoires consécutives et c'est nos Pirates de Ville-Marie qui ont mis un frein à cette lancée. C'était lors de cette 4e confrontation que la population a surnommé amicalement la guerre de la 101 que l'ambiance est électrifiée. Déjà, les Pirates et les Titans jouaient du coude dans le rond central entre Branval et Lemieux. La première période était très agressive, mais une meilleure précision dans les passes et dans la finition ont permis aux Titans de faire leur premier but à 6 minutes 30 de jeu. Ensuite, durant la deuxième période, les deux équipes intensifient leur jeu jusqu'à ce qu'Alex Peters fasse le premier but des Pirates. Mais ce n'est pas terminé. C'est en troisième période que les Pirates feront la différence avec 3 buts de Gessner, Arpin et Caron, qui a ralenti considérablement l'élan des Titans, mais qui a fait exploser les partisans des Pirates. À noter, entre la deuxième et troisième période, les chandails des Pirates et Titans, mis aux enchères lors de la grande guignolée des médias, ont été remis à leurs acheteurs, Stéphane Touzin en présence des présidents des deux équipes, Pascal Labranche et Darcy Brien, ainsi qu'Yvette Duquette, présidente des paniers de Noël. Pour couronner le tout, Pascal Labranche et Michel Roy ont doublé les enchères des maillots, de leur poche, remettant chacun respectivement 300 $, place au soleil, et 550 $ pour les paniers de Noël. Décidément, un match des Pirates de Ville-Marie est un incontournable pour l'année 2018. Voici maintenant le reportage de ce match.
Ce reportage vous est présenté par Desjardins, fier de contribuer à la fougue du hockey au Témiscamingue. Ville-Marie met donc fin à une série de 15 victoires de leurs rivaux de la 101 Témiscamingue par une victoire convaincante de 4-1. Bon début de match, alors que l'intensité est au rendez-vous. Les deux équipes sortent très fort dans les 5 premières minutes de jeu. Peters rate une belle chance de marquer à 4 contre 4. Les Titans inscrivent le premier but à 4 contre 3. Plusieurs revirements embouteillent les Pirates dans leur zone. Plus imposant physiquement, Témiscamingue domine côté coup d'épaule, mais Ville-Marie ne se laisse pas intimider. Ouais, c'est vrai, ils sont plus gros que nous autres, mais on est plus rapides selon moi. Puis ça a quand même... En première période, ça n'a pas tant porté fruit parce que les autres, leur système de jeu, c'est la première période, ils essaient de temps le plus de mise en échec possible. Puis nous autres, ça nous a quand même un peu déstabilisé au début, mais on est une équipe de caractère, puis ça a prouvé qu'on est revenu dans le match après. On voulait surtout pas embarquer dans le jeu. C'est sûr qu'on savait que les 5 premières minutes dans la première période, avec les matchs qu'on a visionnés, c'est une équipe qui presse bien gros sur nos défenseurs, puis tout ça. Fait que là, on a fait un plan de match pour éviter justement de retomber dans le piège. C'est nous autres, au début de match, qu'on a fait cette game-là aussi. Fait que les gars ils voulaient vraiment les enlever le 15 wins, puis pas arriver à 16. Puis nous autres, on est sur une bonne lancée. On a battu le McGuinn aussi. Fait que chapeau pour les gars, puis tout le monde a participé à cette victoire. Bien, c'est sûr qu'ils sont plus gros que nous autres, mais on s'est pas laissé impressionner, puis on est sorti fort, puis ça a bien été. Jean-Mathieu Ouellette est solide devant les attaques répétées des Titans en avantage numérique. 1-0 Témiscamingue après une. Les Pirates manquent d'opportunistes en avantage numérique en deuxième période, mais capitaliseront finalement avec 8 secondes à faire en avantage numérique. Un but d'Alex Peters, assisté de Samuel Caron et d'Étienne Boissonneau. Gessner se fait menaçant en avantage numérique. Les Pirates obtiennent quantité de chance, mais la rondelle refuse tout simplement de pénétrer le filet. 1-1 après 40 minutes de jeu. En troisième période, les Pirates marquent à nouveau. Cette fois, c'est Antoine Gessner, assisté de Montreuil, qui se sacrifie, recevant toute une mise en échec en effectuant sa passe. Giron obtient également une passe. Les Pirates dominent clairement la troisième période et ont le momentum. Jean-Mathieu Ouellette multiplie encore une fois les arrêts pour garder son équipe en avance. Puis Benoît Harpin inscrit un but 100% témiscamien sur des passes de Duguay et Beaulieu-Guimont. Ouais, on jouait l'année passée ensemble dans le Home Hardware. Puis écoute, le jeu s'est bien déroulé, la POC a roulé pour nous autres, puis on a réussi à faire un but important, 3-1, puis on était bien contents. C'est sûr que c'est le fun d'avoir fait ça ici à la maison à Ville-Marie, devant notre public témiscamien, fait que c'est le fun de même. Là. Les Pirates se font refuser un filet alors que celui-ci était déplacé. Fin de match enlevant alors que les Pirates sont punis avec moins de 2 minutes à faire au match. Caron met le clou final au match, inscrivant un but dans un filet désert sur une passe de Lemieux. Marque finale 4-1 Pirates, qui met ainsi fin à une série de 15 victoires consécutives de leurs rivaux de la 101. Ben écoute, on le savait qu'on pouvait sortir fort contre cette équipe-là. Ça faisait 15 victoires en ligne qu'il y avait, mais c'est notre petite bête noire, on aime ça les battre, c'est la petite bagarre de la 101. Puis on est bien content d'avoir sorti avec une victoire. C'est sûr que cette année, Témiscamingue, on les a battus plus souvent qu'eux autres pas mal, puis c'est vraiment le fun de la guerre de la 101. Pour moi, c'est la guerre, puis elle vient de commencer là, puis on est prêt à les affronter n'importe quand pour vrai. La guerre de la 101, nous autres, on est plus dedans qu'eux autres. C'est tout du monde de l'Abitibi, c'est tous des gens qui habitent ici alentour ou quoi que ce soit. Ça fait que les autres, c'est moins... La guerre de la 101, pour eux autres, ça veut peut-être pas dire grand-chose. Peut-être que oui, mais nous autres, ça veut dire... C'est vraiment important pour nous autres. J'imagine pas la série si on les pogne. Ça va être une grosse série, je crois. C'était Francis Prudhomme pour TV Témis. Après cette partie contre les Titans, les Pirates n'ont pas tout à fait le temps de se reposer avant le match de samedi 9 décembre contre les Lynx de West Nipissing. Une autre grosse partie qui s'est terminée 9-7 pour les Pirates. Voici également le reportage de ce match. Victoire de 9-7 des Pirates devant les Lynx de West Nipissing. C'était le premier match devant les filets pour le gardien James Mainville, qui a été malheureusement retiré après 4 buts. Premier but des Pirates avec moins d'1 minute de jeu. Il s'agit d'un but de Félix-Antoine Lévesque, assisté de Cédric Lachapelle. Donc avec Félix-Antoine Lévesque, auteur du premier but du match. Félix-Antoine, comment tu as vécu un beau lancer? Comment tu as vécu ce premier but-là? Est-ce que tu peux nous décrire un peu? Ouais, ben j'ai reçu la puck à la ligne bleue, puis j'ai juste shoté. J'ai fait une petite feinte pour que le gars il la bloque pas. Puis, mais par exemple, c'est pas exactement moi qui a scoré, c'est Nicolas Belrose qui a fait le but. Là. Il a redirigé la rondelle. Mais les arbitres l'ont pas vu, ils m'ont donné le but. Mais tu sais, un but, c'est un bon but pour l'équipe. Ça a bien parti à la game. Puis, un deuxième but sans réplique, environ 1 minute plus tard. Cette fois, c'est Maxime Burelier,
assisté de Christophe Beaulieu-Guimont. Les Pirates ajoutent à leur avance avec le but de Cédric Lachapelle, assisté de Justin Lemieux. Je pense que ça a super bien été. Après une victoire contre Témis jeudi passé, c'était important qu'on revienne fort contre un club peut-être qui était moins fort que Témis. Puis on a sorti fort en première période, fait que tant mieux. Mainville concède un premier but avec 2 minutes 13 à faire à la période. Tout à l'avantage de Ville-Marie. C'est 3-1 après 20 minutes. En deuxième période, un premier but avec moins de 15 secondes d'écoulées. Lancé de la pointe de Gabriel Beauvais qui trompe la vigilance du gardien. Cédric Lachapelle et Nicolas Belrose obtiennent les mentions d'aide. Les Lynx répliquent à 18-41. Mais Christophe Beaulieu-Guimont redonne 3 buts d'avance aux Pirates, assistés d'Antoine Guesner et Félix-Antoine Lévesque. Les Pirates obtiennent plusieurs chances de marquer en milieu de période, mais les Lynx inscrivent le 3e but en avantage numérique à 12-50. Puis, un 4e but des Lynx réduit l'écart à un seul but. 6e but des Pirates à 6-23. Il est l'œuvre de Vincent Dickner, assisté de Cédric Lachapelle. Tout un jeu en défense de Paquin mène à un 2 contre 1 en désavantage numérique, malheureusement sans pouvoir capitaliser. C'est 6-4 après 2 périodes. On est sorti confiant avec la grosse victoire contre les Titans jeudi. Puis quand on a vu qu'on a pris l'avance, ben on a comme levé le pied un peu. Puis l'autre équipe, ils n'ont jamais lâché. Puis, mais au moins, on a su revenir, démontrer du caractère. Puis pas que l'autre équipe réussisse à revenir dans le match. Et puis, en tout début de 3e période, à 19-2 plus précisément, Étienne Boissonneau inscrit un but sans aide. Puis, les Lynx s'inscrivent au pointage. 5e but à 16-19. Avant de voir Justin Lemieux inscrire un superbe filet en échappé sur une passe de Cédric Lachapelle. C'était bien le fun. Je pense que Cédric Lachapelle m'a fait une très belle passe. Puis avec Nico, ça a bien été toute la game. Puis on a travaillé ensemble. Puis les trois, on a fait des buts et des points. Puis on s'est bien complété. Puis les Lynx inscrivent 2 buts rapides à 3 minutes 15 et 2 minutes 36. L'écart est réduit à un seul but. Finalement, Nicolas Belrose met un point d'exclamation en marquant un but dans un filet désert. Marque finale 9-7 pour les Pirates. Monsieur Mercier, comment vous avez vécu ce match-là? Vous êtes sorti très fort en première période. En sortie en 3e période, l'autre équipe semblait vouloir revenir dans le match. Comment vous analysez cette match-là de votre équipe? Notre première période, c'est sûr qu'elle était très bonne parce qu'on a joué dans le système, on a été discipliné dans le système. Tu sais, quand on parle de discipline, c'est pas juste question de punition ou quoi que ce soit, c'est de comprendre le plan de match puis de l'appliquer. En première période, on l'a appliqué de A à Z, puis j'étais bien content. On en a parlé après la première période, puis tout ça. On a fait quelques correctifs par contre. En deuxième, on a quand même eu un petit relâchement. Dans un sens, on veut pas que ça soit normal, mais on rentre dans ce game-là. C'était facile, on avait une bonne pression de l'autre côté, était tout le temps dans le zone. Mais là, on a commencé à tricher et tout ça. Fait que là, ça a apparu en troisième, un peu de momentum que slacké, un peu de petits coups d'un bord et de l'autre, tout ça. Fait que le momentum, c'est sûr. Puis là, on emmenait par 2-3 points. Mais là, on a accordé des mauvais buts, tout ça, mais ça fait partie de la game. C'est important de ne pas tomber dans ce panneau-là, mais je pense pas que c'était un relâchement. Mais des fois, quand tu gagnes par beaucoup de buts, tu penses plus trop à la défensive, tu veux faire des points. Mais les gars, on s'est tous à reparler, puis on est revenu vraiment fort, toute l'équipe ensemble, puis on a démontré du caractère pour gagner ce match-là. C'est un peu bizarre, honnêtement. D'habitude, on a plus de la misère avec nos 3e périodes, mais aujourd'hui, on a vraiment dit qu'on voulait travailler fort pour rentrer en première période. Rentrer fort en première période, puis finalement, ça a donné que ça a fait le contraire de d'habitude. Fait qu'on était bon en première période, un relâchement en 3e. Mais l'important, c'est qu'on a gagné. Le style de jeu du coach commence à rentrer de plus en plus, puis ça porte ses fruits, puis
Il nous reste une grosse game avant Noël contre Témiscamingue, puis on va être prêts, c'est sûr. Là, on a dit une belle série de victoires aussi. Vous avez battu des gros clubs, Almaguin, les Titans, c'est des deux puissances dans votre division. Là, est-ce qu'on peut dire que vous êtes sur une bonne séquence? Aussi, votre coach est là depuis un bout de temps. Est-ce que vous avez vraiment votre identité des Pirates, votre style de jeu que vous voudriez mettre en place? Bien, comme tu as dit, je pense que c'est pas vraiment une séquence, là. Je pense que tout simplement, tu sais, les gars, on commence à jouer plus ensemble, le système à l'un commence à rentrer. Puis je pense qu'on savait depuis le début de l'année qu'on avait un bon club, mais c'était peut-être pas structuré comme ça devait être structuré. Puis là, je pense que vraiment, on est parti là, pour peut-être surprendre une coupe de clubs dans la Ligue à la fin de l'année. Ouais, on est sur une très bonne lancée, puis il faut que ça continue pour les prochains matchs, sérieux. Là, troisième victoire de suite aussi, il y avait des éléments importants qui n'étaient pas là. On pense Bloom qui est blessé, Peters qui n'était pas en uniforme, puis Montreuil non plus. Je veux dire, ça donne la chance à d'autres gars de sortir, puis je pense que les Pirates sont en train de trouver votre style de jeu, là, vraiment de votre identité. Bien, écoute, nous autres, qu'est-ce qu'on est content, frère de staff, c'est la profondeur qu'on peut avoir. Parce que justement, quand on a des joueurs de plan 1, bien, on est capable d'avoir le troisième, le quatrième trio, le deuxième trio, ils sont capables de sortir puis de donner du bon hockey, puis de donner un bon momentum pour justement compenser les gars de premier plan ne sont pas là. C'était Francis Prudhomme pour TV Témis. Desjardins est fier de vous avoir présenté ce reportage des Pirates de Ville-Marie. Desjardins, là pour contribuer au mieux-être des individus et des collectivités. Un communiqué nous a été transmis par le compteur Guillaume Beaulieu. Il annonce qu'il lance un appel à la population régionale pour parler de son nouveau service. Puisque Guillaume Beaulieu souhaite mettre ses talents de compteur à profit, il veut réaliser des bilans de vie ou de carrière agrémentés d'un compte sur la vie de la personne célébrée. Il constate que trop souvent, c'est après le décès que l'on rend hommage à quelqu'un qu'on aurait souhaité peut-être lui poser des questions importantes sur le sens qu'il donne à sa vie, etc. Avec cette nouvelle offre hors du commun, basée sur 10 ans d'expérience en entrevue et en création, Guillaume Beaulieu s'est donné le mandat de remédier à la situation. Il a d'abord lancé un sondage concluant et a proposé 3 options pour laisser un legs durable, selon l'ampleur à donner au produit final et le prix. L'ensemble du travail peut varier selon la personne qui utilise ses services, mais cela peut demander 1 à 10 semaines de travail environ. Le compteur affirme qu'il s'est fait rappeler par des familles et que ce genre de travail provoque une belle révolution de fierté à plusieurs niveaux. Il faut prendre le temps de faire briller la personne célébrée, la remercier d'une manière touchante et de lui donner une voix comme cadeau. Donc, si c'est quelque chose qui pourrait vous intéresser ou intéresser vos proches, vous n'avez qu'à aller sur le site internet www.guillaumecompteur.com et il y a même une vidéo explicative du projet. Comme compteur professionnel, j'ai interviewé des centaines de personnes âgées pour raconter notre passé par nos légendes locales et il y a certaines entrevues tellement riches de sens, tellement captivantes, qui remontent parfois à plus de 10 ans, que j'ai encore le frisson quand j'y repense. Pour la plupart, sont maintenant décédés, mais les familles me parlent encore de l'importance du conte que j'ai fait à ce moment-là. Le temps file, il y a plein d'autres personnes que j'aimerais interviewer plus largement sur leur vie. Laisser quelque chose de plus complet comme un bilan de vie, un bilan de carrière, un legs durable. Si c'est pour provoquer une belle révolution de fierté pour l'entourage, faut que je le fasse. Je m'organise puis je me lance. Après plusieurs mois de préparation et 3 projets réalisés pour m'ajuster, me voici avec du concret. À chaque fois, je me déplace pour aller faire une ou plusieurs entrevues enregistrées avec la personne et, si c'est souhaité, son entourage aussi. Je fais ensuite un travail de précision fin pour faire ressortir les meilleurs extraits des entrevues et les classer par grande catégorie. C'est là qu'est une grande partie de la richesse du travail parce qu'on se retrouve avec les émotions, la voix, les leçons de vie les plus essentielles de la personne interviewée et qu'on pourra réentendre dans les dizaines d'années à venir. J'écris au fur et à mesure pour faire des liens, présenter les extraits et m'assurer qu'on n'échappe rien. Vient ensuite la création d'un compte original de ma part de 5 à 15 minutes à propos de la vie entière de la personne ou encore d'un moment précis qu'elle a vécu. Avec l'imaginaire débordant qui me caractérise, je suis un conteur après tout, j'ai la possibilité de rendre quelqu'un légendaire. Après validation du contenu, je vais conter l'histoire dans une occasion spéciale ou un rassemblement qu'on détermine ensemble et j'apporte avec moi les exemplaires du produit final qui vont pouvoir se transmettre de génération en génération. Le forfait de base, qui est livré sous la forme audio, CD ou clé USB, est accompagné d'un livret en version papier qui présente les extraits d'entrevues qu'on peut entendre, en plus, bien sûr, d'une version écrite et orale du conte que j'ai composé.
On peut ajouter des documents d'archives personnels ou professionnels. Ce forfait-là peut se réaliser de A à Z en une semaine. Le forfait 2 ou intermédiaire est rendu sous la forme d'un livre complet, incluant des photos choisies, des textes originaux, quelques documents d'archives, un CD ou clé USB, des enregistrements audio, des entrevues et des dizaines d'extraits complétant les écrits du livre. Bien évidemment, le compte original est livré à l'écrit, à l'audio, en plus de l'occasion où je viens vous apporter votre beau livre produit en région en version finale. Le forfait 3 est livré sous la forme d'un vidéo, donc un DVD. Il inclut des présentations originales que je fais pour présenter les sections d'entrevue, les meilleurs extraits des entrevues réalisées, quelques documents d'archives et la livraison du compte original en version vidéo. À ce moment, au lieu d'entendre la personne, on la voit aussi, ce qui nous donne un produit final encore plus touchant parce qu'on voit ses gestes et ses expressions du visage qui s'ajoutent aux paroles. La production vidéo, à l'aide d'un vidéaste professionnel, peut devenir presque un documentaire en soi. À bien y penser, ce que j'offre est là autant pour célébrer, comme un anniversaire de naissance, un anniversaire de mariage, un départ à la retraite, un hommage à un bâtisseur, que pour un contexte, par exemple, de fin de vie, où, oui, en soins palliatifs, on peut prendre cette occasion-là pour laisser une trace durable de quelqu'un qui nous est cher. Pour tous ceux qui veulent faire briller quelqu'un autour d'eux, qui veulent se laisser surprendre par des leçons de vie ou des souvenirs qu'on avait peut-être oubliés, pour mieux boucler la boucle, pour tous ceux qui veulent archiver pour le long terme, qui veulent remercier d'une manière peut-être moins gênante, qui veulent prendre l'occasion de laisser quelque chose de magique entre les mains maintenant, parce que le temps passe vite. Contactez-moi et on se parle du projet que vous avez en tête, et dites-vous qu'il n'y a de limite, que votre imagination est la mienne. Félicitations à la jeune Anaïs Flébus pour avoir remporté la première place au grand concours Café Gourmand Nespresso 2017 à l'Institut de tourisme et d'hôtellerie du Québec. Avant tout, il faut savoir qu'Anaïs Flébus est la digne descendante de ses parents Lynn Descoteaux, propriétaire des Chocolats Martine, et Bernard Flébus, tous deux également fondateurs de la foire gourmande de Ville-Marie. Anaïs Flébus explique à la journaliste Lucie Charret dans le journal de La Frontière qu'elle allait souvent à la chocolaterie lorsqu'elle était jeune pour accompagner son père dans ses événements, lorsqu'il était chef. L'assiette du dessert gagnant du prix se nomme Forêt Macaron et Plaisir Café. Lorsqu'Anaïs Flébus parle des ingrédients choisis, de leur mariage et de leur texture, elle fait preuve d'un incroyable aplomb et d'une belle détermination. Elle note aussi que c'est beaucoup de travail et qu'il faut avoir de l'imagination. Le concours Café Gourmand Nespresso a été créé en 2012 et il permet réellement aux étudiants de se démarquer et de se spécialiser dans l'accord mets et café. Le premier prix est une bourse de 5 000 $. Pour le moment, Anaïs Flébus ignore si elle prendra la relève de chez sa maman, de chez les Chocolats Martine. Ce qui semble lui importer le plus pour le moment, c'est l'apprentissage, percer les mystères de la fine cuisine. Elle a été en stage l'été dernier dans la province de Liège, en Belgique, et elle souhaite entreprendre un cours Cucina Italiana d'une durée de 1 an. On n'a pas terminé d'en entendre parler. Pour une deuxième année consécutive, la commission scolaire du Lac-Témiscamingue organise un concours de dessin où la gagnante verra son dessin reproduit sur les cartes de Noël de la commission scolaire. Cette carte que la commission scolaire envoie à l'ensemble de ses partenaires à travers tout le Québec. Comme le concours se déplace chaque automne par alternance dans les différents secteurs du territoire, ce sont les élèves des écoles primaires de Laverlechère et La Tulipe qui ont été sollicités cette année. La grande gagnante pour l'édition 2017, Camille Bournival, une élève de maternelle de 4 ans à l'école Marie-Immaculée de La Tulipe, a reçu un sac à dos en échange de son dessin. Une belle façon de faire participer les enfants à une belle activité. Parlons hockey de nouveau, mais cette fois-ci du côté de Saint-Bruno-de-Guigues avec le défi 24-21 qui tenait sa 3e édition. Faute d'un nombre d'équipes suffisant, surtout la nuit, le défi a été exceptionnellement ramené à 12 heures pour cette année. Néanmoins, cela n'a en aucun cas gâché l'événement ni même freiné la participation.
Ils ont amassé 7 000 $, qui est quand même un excellent montant malgré la durée plus courte, mentionne fièrement Stéphane Bergeron du comité organisateur. Cette année, ce sont 9 équipes, dont 2 équipes de filles, réparties en une centaine de participants qui ont pris part au défi. Les fonds amassés seront remis au panier de Noël. Votre attention pour la nouvelle qui suit. Le 6 décembre dernier, le Centre Frères Moffett de Ville-Marie procédait à la remise de ses trousses éducatives « Osez les filles » aux directions d'écoles primaires et secondaires du Témiscamingue. Troisième volet du projet « Osez les filles », ces trousses ont été élaborées pour les élèves de 5e année du primaire en éthique et culture religieuse et pour les élèves de 3e secondaire dans le cadre du cours « Projet personnel d'orientation ». L'objectif premier est de faire la promotion des femmes agricultrices auprès des jeunes, autant filles que garçons, afin de briser les idées préconçues et les préjugés. Donc, tous vont pouvoir apprendre davantage sur l'agriculture au niveau du secondaire. La trousse sert à proposer des nouvelles idées dans la démarche exploratoire des élèves, en amenant ces derniers à acquérir des connaissances dans le domaine agricole. Ainsi, cette activité permettra de nourrir leurs réflexions sur leur orientation de carrière et de considérer toutes les hypothèses de parcours. Rappelons que le projet « Osez les filles » vise à faire la promotion des femmes dans le métier traditionnellement masculin et dans le cas présent au niveau de l'agriculture. Une journée de réseautage a été organisée en février 2017 dans le cadre de ce projet, en plus de la réalisation de 6 capsules thématiques diffusées sur les réseaux sociaux au courant de l'été. Le message nous a été communiqué par Émilise Lessard-Terrien, agente de développement du Centre Frères Moffett de Ville-Marie. C'est avec enthousiasme que TV Témis vous présente un autre de nos petits bijoux, la capsule de l'Axe 1, le pouvoir de séduction du Témiscamingue, dans le cadre de la planification stratégique du Témiscamingue. Nous avons réuni plusieurs personnages clés qui habitent au Témiscamingue pour discuter de certains enjeux au restaurant Et les Louis. Un partage, des témoignages inspirants, de belles idées. Vous pouvez visionner la capsule sur le Facebook officiel de TV Témis ainsi que sur la page de la planification stratégique du Témiscamingue. Partagez la vidéo en grand nombre. TV Témis est encore en période de recrutement de membres pour la nouvelle année. Le tirage pour les certificats cadeaux de la pharmacie Proxime Bien et Aidant, ainsi que le certificat de Fleurs et Jardins 2000 ont été tirés lundi dernier, le 11 décembre. Nous tenons à féliciter Carmen Roy et Thierry Sol pour avoir remporté les prix. Vous pouvez toujours vous inscrire pour devenir membre de la télé et contribuer à financer le contenu de nos émissions. C'est également une bonne façon de maintenir en vie un média mis sur pied depuis plus de 20 ans déjà. Au nom de TV Témis, nous vous remercions chaleureusement pour les membres déjà actifs et nous remercions aussi d'avance ceux et celles qui vont devenir membres pour l'année 2018. 88 orignaux ont été abattus sur les territoires de la réserve faunique de la Vérandrie en 2017, selon la Société des établissements de plein air du Québec. C'est une vingtaine de bêtes de moins que ce qui a été récolté l'an dernier. Ce qui ressort de la compilation de la récolte d'orignaux dans les 15 réserves fauniques qui offrent l'activité rendue publique par la CEPAC. Selon la CEPAC, 69 mâles et 19 femelles ont été abattus dans la réserve faunique de la Vérandrie. Dans les 13 réserves fauniques de la CEPAC, 1699 orignaux, dont 1112 mâles, 513 femelles et 64 veaux ont été abattus durant la dernière saison de chasse. Par ailleurs, la CEPAC invite les chasseurs et chasseuses à s'inscrire au tirage au sort des chasses contingentées à l'orignal et au cerf de Virginie pour l'an prochain. Voici ce qui complète Info Témis cette semaine. Je vous remercie d'avoir été présent pour cette dernière édition 2017 du Bulletin de nouvelles. Pour le temps des fêtes, TV Témis vous prépare un programme digne de ce nom. Voyez de nouveau les épisodes du Guide des fêtes où TV Témis vous propose des idées cadeaux et d'activités pour un Noël 100% témiscamien. Aussi, voyez les traditionnels vœux de Noël de presque toutes les entreprises et personnes du Témiscamingue qui prennent une minute de leur temps pour vous souhaiter de joyeuses fêtes. Sans compter le spectacle de Noël de la paroisse Sainte-Croix à Haileybury et le spectacle OSR et la Clé des Chants 2017. De quoi enchanter toute la famille et poser une ambiance de chant dans la maison. Au nom de l'équipe entière de TV Témis, je vous souhaite de joyeuses fêtes et on se retrouve dès le 9 janvier pour commencer 2018 en beauté. Je vous remercie chaleureusement d'avoir été présent avec nous et nous vous souhaitons de joyeuses fêtes. Cette émission est produite grâce à Témisco.
Située à Notre-Dame-du-Nord, cette entreprise se spécialise dans la fabrication et le développement de semi-remorques de tout genre. Au fil des années, Témisco a su se démarquer de la concurrence en devenant une référence nord-américaine de premier plan dans la conception spécialisée et innovatrice de semi-remorques. La force de Témisco a toujours été de savoir s'adapter à un marché en mouvement constant. Témisco a choisi de travailler directement avec ses clients et d'être à l'écoute de leurs besoins. Ces dernières réalisations, équipements pour le transport de tours et de pales d'éoliennes, des fardiers conçus pour une charge de 70 tonnes jusqu'à 100 tonnes, des remorques à courroie conçues pour le transport de minerais, pierres, sable, asphalte et autres. Témisco adresse ses remerciements les plus sincères à tous ses collaborateurs. Merci à tous nos employés, merci à tous nos clients, merci à tous nos fournisseurs. Merci à tous ceux et celles qui, de près ou de loin, ont participé au succès de Témisco. Témisco, à la mesure de vos besoins.